radio24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors selon certains scientifiques et bien d'autres humains, nous serions à l'aube d'une grande mutation qui provoquerait la fin de l'humanité. Par exemple, les dérèglements climatiques, la surpopulation, la diminution aussi de la qualité du sperme qui pourrait faire qu'on n'arrive plus à se reproduire, une guerre nucléaire et pourquoi pas un météorite qui rendrait la vie sur Terre impossible. Eh bien, mon invité Ugren va vous expliquer dans un instant sa vision de cette prochaine mutation. Mais surtout, je vous invite, vous, à réagir, à venir nous parler de vos peurs et de nous dire si vous envisagez l'avenir avec cette crise qui se répand dans le monde sous de multiples formes. Est-ce que ça vous pousse à transformer votre façon de percevoir, de penser et d'agir ? Comment appliquons-nous ces propositions à nous-mêmes ? Qu'est-ce qu'on pense qu'il est nécessaire de changer dans notre propre façon de vivre, justement ? Eh bien, qu'est-ce que vous avez fait, vous ? Ou qu'est-ce que vous avez prévu, envie de faire ? Quelle est votre expérience à ce sujet ? Vous nous appelez en composant le 0826 300 300. Bonjour Ugren. Bonjour Brigitte. Merci d'être aborder ce sujet avec vous. Merci d'être avec nous justement Ugren. Alors c'est vous qui avez eu envie d'aborder ce sujet. Je sais que vous avez beaucoup étudié les mutations qui ont déjà eu lieu sur cette belle planète Terre. Et je crois que ce serait la 6e, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Nous sommes dans la 6e. Maintenant, les scientifiques sont à peu près d'accord, avec quelques exceptions, mais tout le monde est à peu près d'accord que nous sommes dans la 6e crise d'extinction massive et dont le responsable est l'homme. Et on verra que c'est une responsabilité, mais qu'il ne faut pas le prendre comme une culpabilité parce que ça ne mène nulle part. Ça, c'est sûr. Mais donc, ce serait quoi cette mutation ? L'extinction de l'humain ou en tout cas, il n'en resterait plus beaucoup Alors, la mutation, elle est due à une crise environnementale, on va dire, et on est donc dans la 6e. Et cette crise, elle va à chaque fois, dans tous les épisodes précédents, elle a proposé une évolution aux formes de vie qui étaient présentes à ce moment-là. Je rappelle, parce que c'est la plus connue, la dernière crise que nous avons connue sur Terre avant celle que nous vivons maintenant, c'est la crise qui a fait disparaître les dinosaures il y a 65 millions d'années. Donc vous voyez que l'humain était très très loin d'apparaître, puisque on peut faire remonter son histoire au maximum à 7 millions d'années. Donc il y a 65 millions d'années et les dinosaures en grande majorité disparaissent pour laisser place aux mammifères dont nous sommes issus et donc qui ont permis toute une évolution de la vie. Donc en même temps, dans une crise, il y a une destruction et en même temps, il y a une construction, quelque chose de tout à fait nouveau, de beaucoup mieux adapté. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir de cette crise. C'est pas tomber dans la dépression, c'est pas tomber dans le déni, c'est de se dire alors est-ce que moi je veux participer à cette évolution et où est ma place dans cette évolution ? Et j'espère qu'on aura le temps d'en parler un petit peu. Ben, c'est ce qu'on va faire pendant ces 2 heures. Alors justement, vous, Ugren, quelle est votre place ? Qu'est-ce que vous faites ? Quel conseil vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent ? Ben écoutez, d'abord je crois qu'il faut se rappeler une chose, c'est que dans toutes ces crises précédentes, comme je viens de le dire et je le répète, la vie a su trouver une solution. Et donc il faut savoir que la solution, elle existe. Et nous avons 3 sources d'inspiration pour essayer de comprendre. C'est les hommes avant nous, les générations précédentes, on va dire, se sont affrontés à des problèmes, et ont trouvé des solutions. Et ces solutions qui ont été mises en œuvre, eh bien, on peut maintenant se rendre compte qu'il y en a qui étaient bonnes, des solutions, et d'autres qui étaient mauvaises. Et donc, il faut tirer de cet enseignement du passé les nouvelles conditions qui vont tenir compte du fait qu'il y a des décisions qui ont été très mauvaises. Donc ça, c'est la première source. La deuxième source, c'est qu'il y a des sagesses de par le monde qui ont su inscrire la présence de l'homme dans l'ensemble de l'équilibre du vivant, dont la Terre fait partie d'ailleurs. Et par exemple, nous, on va faire à propos de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, le 16 mai, on va faire une réunion sur le problème de l'eau et avec la perception d'un peuple premier qui s'appelle les Kogi, qui vivent en Sierra Nevada, en Colombie, et qui ont une vision complémentaire de la nôtre, mais très intéressante sur le sujet. Donc s'inspirer des sagesses qui nous ont précédés et qui, elles, savent inscrire l'homme dans l'équilibre. La troisième source, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en nous-mêmes, il y a une sagesse qui dort, et chez
dans nos civilisations, elle dort un peu trop profondément, je dirais, et il y a moyen de retrouver cette âme et conscience, ce soi profond, comme on l'appelle. Et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à comment on peut rétablir ça dans l'humain, comment on peut nous-mêmes, individuellement, se remettre en contact avec la source même de notre être, avec ce qui était le plus important quand nous sommes nés. Et ça va être aussi un troisième élément extrêmement important. Alors ensuite, si je dois résumer aussi, que faire? Alors après, que faire? Il y aura d'abord que faire intérieurement, que faire psychologiquement, que faire spirituellement, que faire extérieurement, parce qu'une crise, c'est quand même quelque chose de violent, il faut arriver à survivre, donc il y a des choses à faire extérieurement. Et puis l'aspect social et politique, c'est-à-dire comment elle va se situer par rapport à la pensée. Et peut-être que là aussi, il y a quelque chose de très important, c'est que nous avons remis notre pensée entre les mains des penseurs et que chaque humain est appelé à penser, à prendre le temps de penser, de réfléchir par lui-même et d'essayer de se faire une opinion des choses et de ne pas rester sur une pensée dominante, réduite et manipulatrice. Voilà pour essayer de résumer rapidement ma pensée. Oui. Alors, pour préparer l'émission d'aujourd'hui, justement, Ukraine, j'ai relu un peu le livre de Erich Fromm qui s'appelle Être ou avoir. Et alors, c'est intéressant parce que c'est un grand psychanalyste qui a notamment écrit un livre magnifique sur l'amour. Et dans ce livre, qui date des années 70, donc qui est quand même assez ancien, il écrit beaucoup de choses et il nous explique bien que c'est la société de consommation, c'est le fait de vouloir l'avidité de l'homme et de vouloir toujours plus qui fait qu'on va vers une catastrophe planétaire. Et il nous invite donc plutôt à favoriser l'être que l'avoir. Et c'est un petit peu l'angle que j'ai pris aussi pour aujourd'hui parce que je pense que ça parle quand même assez facilement à tout le monde, être ou avoir. Je pense notamment à vous qui avez beaucoup travaillé sur le désir d'enfant, Ukraine. On entend plutôt les gens dire aujourd'hui j'ai un enfant, je veux avoir un enfant, plutôt que je suis parent, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire que dans ce livre dont on parle être ou avoir, être, c'est être nous-mêmes. Et c'est là, ça revient au soi profond, à l'âme et conscience, c'est qui nous sommes ontologiquement, c'est-à-dire depuis l'origine, avant d'être remodelés par la société. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Parce que c'est avec ça que nous sommes arrivés et c'est ça qui était le plus important pour nous. Donc c'est pas du tout se perdre soi-même, au contraire que demande cette crise, c'est de se retrouver soi-même. Et cette chose va changer beaucoup de choses justement sur ce que vous venez de développer, Brigitte, c'est le fait de la surconsommation. C'est-à-dire la surconsommation, c'est considérer que le monde extérieur, la Terre, peut être épuisé dans ses ressources, que le monde végétal, c'est juste de la consommation, etc. C'est se considérer comme possesseur de la Terre et qui va en user et en abuser. Et on voit le résultat que ça donne, c'est-à-dire qu'on est en train de tout détruire et tout abîmer. Et c'est ne pas comprendre que nous sommes issus, nous sommes enfants de la Terre, réellement, au sens réel et biologique de ce terme. Toute l'histoire de la phylogénèse, l'histoire de la vie le démontre de façon scientifique, donc là, ça ne se discute pas, mais nous l'avons oublié. C'est comme si nous avions été séparés de cette connaissance et que nous en abusons de la Terre et de tout ce qui nous entoure, et même des autres humains entre nous. Et retrouver le soi profond, c'est retrouver aussi ce qui manque le plus au monde, c'est la fraternité. Absolument. Et d'ailleurs, moi qui aime beaucoup le chamanisme, on voit bien que quand on est en bonne relation avec la nature, avec sa nature même, j'oserais dire, on n'a plus besoin de consommer. Je pense que l'excès de consommation, et je pense notamment aux addictions, ça traduit souvent un mal-être, de toute façon, c'est-à-dire une sorte de vide intérieur et qui fait que justement, on n'arrive pas à être. Oui, le chamanisme, bien évidemment, était très intéressant. Vous savez, Brigitte, dans la Drôme, il y a eu justement, grâce à Éric Julien, une rencontre avec les Kogis qui sont venus faire ce qu'on appelle un diagnostic croisé sur le problème de l'eau et le problème du territoire, plus largement, avec des scientifiques et avec la perception d'un peuple premier. Et c'est extrêmement intéressant parce que chacun étant prêt à écouter l'autre, il y a une convergence au niveau de la compréhension de ce qui se passait sur ce territoire avec des approches totalement différentes, l'approche scientifique et puis l'approche plus intuitive, plus directe, plus, je ne sais pas comment on pourrait le dire, plus moi je dirais depuis le soi profond, depuis ce lien profond avec la terre, ce lien profond avec tout ce qui nous entoure, avec les humains, avec le végétal, avec l'animal, etc., etc. Donc je pense qu'en effet le vrai problème c'est être nous-mêmes, nous retrouver nous-mêmes et du coup moins besoin de consommer. Je vous rejoins à 100% Brigitte, mais c'est assez fréquent qu'on se retrouve.
Oui, c'est vrai. Faut-il encore savoir qui on est? Et c'est Natacha dans un instant qui va nous donner son avis sur la question. Vous aussi, hein, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 si vous avez envie d'échanger sur ce sujet qui nous concerne tous puisqu'on est tous sur la planète Terre. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Je pourrais vous en dire long sur Debar Automobile, spécialiste de l'importation depuis plus de 25 ans. Offre très performante sur les véhicules neufs et d'occasion, reprise, financement, rachat de véhicules cash. Mais, entre nous, quoi que je vous dise, le mieux, c'est de vous rendre dans la concession Debar la plus proche. Retrouvez toutes vos concessions sur debarautomobile.com. On ne va pas chez Debar par hasard. Ah, le mois de mai, la saison des floraisons, des éclosions. Et chez Poltron et Sofa, des canapés dernière génération. Économisez au moins 30% sur la collection mai. Changement de saison, changement de salon. Il n'y a que les canapés Poltron et Sofa pour vous changer la vie comme ça. Poltron et Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions magasin. Lorsque Sophie ouvrit son colis Amazon, ses yeux s'illuminèrent. Cette prise en main parfaite, ces différentes vitesses de brossage. C'était la brosse à dents électrique de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Sud Radio Mont-de-Marsan. 94.1. Sud Radio. Aujourd'hui, pour vous évader, vous pouvez louer un van. Vous êtes d'humeur bricoleuse, une perceuse, ça se loue aussi. Et si vous voulez vraiment bien manger, vous pouvez même louer les services d'un chef étoilé. Mais pour bien dormir, avez-vous déjà pensé à louer votre literie? Chez Maison de la Literie, vous pouvez accéder à une literie de qualité grâce à la location. Et vous dormirez mieux, même après un repas exceptionnel. Maison de la Literie, le choix de bien dormir. Offre de location avec option d'achat sur 72 mois pour un matelas et un sommier après accord par Sofinco. Détails de l'offre en magasin ou sur maisondelaliterie.fr. Vous rêvez d'un lieu de vacances où toute votre famille sera heureuse? Camping le Saint-Martin à Moliette, dans les Landes. Espace aquatique, toboggan, club enfant, terrain multisport. Pour s'amuser et profiter tous ensemble. Plage, forêt, resto, boutique. Choisissez les vacances en mode tout à pied 100% bonheur. Réservé au Camping le Saint-Martin. Chez Optique 2000, on se dépasse pour vous faciliter la vie. C'est pourquoi nos opticiens vous proposent les verres transition qui s'adaptent à la lumière dans toutes les situations. Clair à l'intérieur, foncé à l'extérieur, les verres transition aident à protéger vos yeux en continu, sans effort. Et en ce moment, profitez de la garantie satisfait ou échangé pour tester les verres transition. Optique 2000, on va se revoir. Offre soumise à condition, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, là ils sont champions. Lidl, je parie. Eh bah oui, champion des champignons blancs de Paris. En ce moment, ils font la barquette de 200 grammes de champignons à 89 centimes. 89 centimes les champignons? Et à ce prix-là, je me répète, hein, mais les champions c'est... Mais c'est pas nous, je sais, on est mal, hein. Lidl, trop fort sur les prix depuis 13 ans et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée Cancet 2022. 4,45€ le kilo, catégorie 1, calibre moyen, variété de Paris pied coupé, origine selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Hugues et nous évoquons le changement. Le monde change. Comment vous réagissez? C'est à vous de nous le dire. Au 0826 300 300, on en parle en tout cas avec Natacha pour l'instant. Bonjour Natacha. Bonjour Brigitte Lahaie, bonjour Hugues. Et ça attaque très très fort au niveau du thème et de la présentation que vous en avez faite tous les deux. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par ça attaque très très fort, Natacha? Parce que il y aurait tellement à dire que c'est des sujets qui sont au-delà même des choses matérielles. On est vraiment dans des aspects philosophiques, je vais dire. Et puis s'il faut rester concise et que je vais avoir quelques minutes pour essayer de répondre, voilà, va falloir essayer d'être synthétique. Mais en tout cas, merci. C'est des très beaux sujets que vous présentez à l'antenne et qui sont tellement graves en même temps. Parlez avec votre cœur, Natacha, puis ça ira très bien. Voilà, écoutez, je vais essayer. Alors, on tourne autour de l'être et de l'avoir, mais bien au-delà aussi. Moi, ce qui m'a fait prendre conscience de ça, je dirais même si c'est un peu le résultat de toute une vie, puisque j'ai très tôt fait la différence entre l'être et l'avoir et là où j'attachais mes centres d'intérêt, c'est la crise qu'on vient de passer, bien évidemment. C'est la crise sanitaire. Vous avez parlé de la prochaine qui arrive et qui est la crise climatique.
Donc dans cette crise sanitaire, on nous a dit il faut avoir. Alors il faut avoir un masque, il faut avoir un pass, il faut avoir un vaccin, il faut avoir les distances entre les gens. Voilà. Donc et puis au final, c'est là que moi je me suis quand même un peu réveillée en me disant mais c'est quoi tout ça moi j'ai pas envie de tout ça, j'ai pas envie qu'on me dicte ce que je dois avoir et puis encore moins ce que je dois faire. Et puis du coup voilà, en me réveillant petit à petit, c'est vrai que ça a mis aussi autour de moi, on va dire, un peu de j'ai ouvert les yeux, j'ai pris de la distance avec certaines personnes qui pour elles il fallait tout. Parce qu'il fallait pouvoir continuer à sortir, à fréquenter les restaurants, à prendre l'avion, à être dans la voie à 300%. Moi, ça m'intéressait pas. C'était plutôt ce changement-là qu'on était en train de vivre qui me faisait réfléchir et jusqu'où j'avais envie de poursuivre ce changement qu'on nous a imposé. Parce vous parlez peut-être de la crise climatique qui va être un fait, la 6e, je crois. Moi, là-dessus, je ne suis pas tout à fait du même avis que M. Guérin. Je pense qu'on est quand même beaucoup manipulé par maintenant une nouvelle crise qui va faire que petit à petit, effectivement, le changement de société va devoir avoir lieu par les mêmes gens qui sont au niveau des comités scientifiques et que la crise de l'eau... moi, par exemple, j'ai grandi dans une région qui s'appelle les Cévennes. Et il y a 30 ans, on voyait déjà les premiers bureaux d'études qui étaient payés très cher et qui arrivaient sur place pour vous dire, voilà, on vient faire un repérage, c'était pour faire des conférences. Et à cette époque-là, j'avais mon beau-père qui était un Cévenol et qui connaissait sa région par cœur, qui me disait, voilà, c'est simplement des firmes qui veulent mettre la main sur l'eau. On la vend aux Émirats arabes aujourd'hui, on peut dire remarquer à M. Macron. Oui, mais là où vous avez raison, Natacha, c'est qu'entre ce qu'on nous raconte et la réalité, on a tous intérêt à prendre un peu de distance. Je crois, oui. et je pense que, enfin, je sais pas, Ukraine va me répondre, mais je pense que cette émission, on l'a fait plus sur un plan individuel de chacun, comment chacun peut vivre actuellement avec la sensation de s'adapter à ce qui se passe plutôt que de toute façon de critiquer la politique, l'écologie ou je ne sais quel autre pouvoir économique. C'est pas ce que je veux faire, mais je veux simplement dire que je crois que comme beaucoup d'entre nous, j'ai pris conscience de ce qui se passait avec cette crise Covid où on a, comme je disais en début, on nous a... Alors là vous avez raison. Je pense que la crise Covid nous a fait prendre conscience qu'on nous raconte de toute façon bien ce qu'on a envie de nous raconter, et puis que après c'est un choix. Est-ce qu'on prend des risques et on essaye de rester libre, ou est-ce que on courbe les chines et on accepte tout ce qu'on nous raconte, hein? C'est un peu ça que vous voulez dire? C'est exactement ça. Moi, n'ayant pas tout accepté, j'ai quand même perdu mon emploi. J'entends. Je suis pas soignante, hein, mais j'ai quand même perdu. J'entends bien. Oui, j'entends bien. Ukraine, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Natacha justement? Moi, je trouve qu'elle a un parcours qui est très intéressant parce que justement, tout d'un coup, réaliser qu'on n'a pas envie qu'on nous dise ce qu'on doit penser, ce qu'on doit dire, c'est un très bon réflexe. Et que du coup, il y a une réflexion personnelle qui se met en route et qui essaye de discerner ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas, quel est l'enseignement de cette période que nous vivons. Après, les données sur lesquelles moi je m'appuie, c'est pas les données qu'on trouve dans les médias les plus classiques, hein, mais c'est des choses de gens que j'espère et que je pense et que j'ai essayé de contrôler, qui sont neutres. Le Club de Rome avait annoncé ça il y a très très longtemps déjà, hein, en 70, je crois que c'était le Club de Rome, je ne sais plus très bien. Oui, donc on sait très bien qu'on était devant une crise importante. Moi, je pense en effet que ce qu'il faut, c'est ça, c'est se mettre à réfléchir individuellement et en groupe, c'est-à-dire ne plus être dans la pensée dominante, essayer de savoir d'où viennent les datas, les données, c'est-à-dire sur quelles données on s'appuie. Est-ce que ces données ont été déjà manipulées ou est-ce qu'elles ne le sont pas? Et c'est très compliqué. La manipulation, il faut vraiment connaître ce que c'est, savoir à quel point elle est organisée pour essayer de se reculer par rapport à ça. Et puis, oui, comme je disais, réfléchir avec soi-même, avec les autres,
Et je pense que, moi, dans ce que j'entends, Natacha, c'est un petit peu la piste qu'elle a prise, en tout cas au niveau personnel. Et je trouve que c'est une très bonne réaction à cette crise qui a commencé par le Covid. Moi, je ne sais pas par où elle arrivera, cette crise. Hein. Est-ce qu'elle arrivera par le climat? Est-ce qu'elle arrivera par autre chose? Je pense que ce n'est pas possible de le prédire. Mais de toute façon, il y a des indicateurs multiples qui sont éclairés et qui disent que ça peut capoter à n'importe quel moment, quoi. C'est ce que je pense. Mais je ne sais pas, ça peut durer aussi quelques années, quelques dizaines d'années, c'est impossible de savoir pour moi. Voilà. Natacha, je vous laisse conclure. Oui, je me disais que par rapport à ce que vient de me dire Monsieur Graine, s'il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus générale, parce qu'aujourd'hui les gens sont quand même beaucoup dans l'avoir, et voilà, il faut qu'ils soient sur leurs réseaux sociaux, sur leur téléphone, sur leur... Du coup, la prise de conscience et le mélange d'idées comme ça, comme vous avez évoqué dans la Drôme, avec Monsieur Éric Julien, ou ce genre de rencontre, ça va pouvoir difficilement se faire. Et pourtant, c'est quand même de ça qu'on aurait besoin pour aujourd'hui pouvoir retrouver quand même certaines valeurs qui sans elles, je pense, vont nous amener quand même un peu dans le mur. Moi, oui, Natacha, mais vous savez, il faut pas oublier de regarder derrière soi. Et quand on regarde l'histoire, ça a un peu toujours été comme ça. Hein. Il y a toujours un petit pourcentage, je vais dire 10-20% maximum de gens qui sont lucides et qui essayent de tirer la sonnette d'alarme. Et puis il y a tous les moutons qui continuent tranquillement parce que de toute façon pour l'instant tout va bien. Voilà. Donc c'est pas grave, faisons partie de ces 10 ou 20%, Natacha. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. On changera pas l'humain. Hein. Non, le Covid a fait, à mon avis, prendre conscience à plus de gens que l'on ne croit de ce qui se passe, mais les réseaux sociaux, les médias, et puis l'envie de s'enivrer de plein d'autres choses, puisque cette société, c'est une grosse société de consommation, donc d'avoir, fait que il faudrait quand même un peu se réveiller, parce que en face, oui, ça pourrait aller très vite. Oui, mais c'est douloureux de se réveiller, Natacha, et on peut comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie justement de se réveiller et qui préfèrent garder la tête dans le sable. Je suis d'accord. Oui. J'ai fait un peu la part des choses et avec. Et il ne faut pas se fâcher avec ses amis si on veut trop les réveiller, parce que voilà. Je crois, hein, Ukraine, il faut faire attention. Hein, oui. On ne réveille pas quelqu'un qui ne veut pas se réveiller. Ah ben oui, il faut une volonté. Alors nous, on a vraiment de la chance dans la Drôme, parce que c'est quelque chose qui est tellement... Tout le monde partage cette opinion, c'est vraiment très très dynamique, avec des gens extrêmement compétents et qui ont des formations très solides. Je pense en particulier à une hydrologue qui va intervenir avec nous sur cette journée du Vivre ensemble en paix. Donc on a un peu cette chance. Et puis juste, pour la petite anecdote, je suis aussi cévenol, il se trouve, et que je connais bien, très bien les Cévennes et toute la Lozère, puisque une partie de ma famille est originaire de là-bas. Et je pense que justement, ces racines, dans cette région-là, ces racines font qu'on est très en contact avec la nature et on comprend que c'est une partenaire, et du coup, ça crée quelque chose intérieurement de très en lien avec la nature et avec les animaux et le monde entier, je dirais. Merci Natacha, merci beaucoup. On fait une petite pause et on retrouve notre Sexy News Philippe Hoffman dans un instant. Eh bien, Ukraine, nous retrouvons Philippe Hoffman qui, comme tous les mercredis, nous parle des ados et de leurs besoins aujourd'hui de contact physique. Bonjour Philippe Hoffman. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Oui, alors voilà, je vais parler un peu de quelque chose de particulier aujourd'hui, parce que on parle beaucoup, vous savez, de la violence à l'adolescence. D'ailleurs, on associe souvent dans nos sociétés qui sont pacifiées, où il n'y a pas eu de guerre depuis 80 ans, la violence et l'adolescence, hein, parce que bon, c'est plus spectaculaire, tout ce qui est donné par les jeunes et particulièrement les garçons, hein. Mais en fait, le terme de violence, c'est un fourre-tout. On retrouve tout, les homicides, les bagarres, la maltraitance physique, psychique, le harcèlement, la violence sociétale et même les paroles politiques qu'on dit violentes. En fait, chez l'animal, par exemple, on parle pas vraiment de violence, mais d'une réaction agressive, émotionnelle qui permet la survie. C'est ce qui caractérise aussi certains de nos comportements, mais en fait,
la violence humaine, c'est beaucoup plus complexe. Elle n'est pas qu'émotionnelle, elle est intrinsèque, on pourrait dire. Il n'y a pas d'humanité sans violence, malheureusement. Les sociétés qui sont dites pacifiées, comme la nôtre, elles essayent de contenir la violence dans le sport, les jeux, la compétition, le savoir. Mais on voit bien que c'est toujours plus ou moins enfoui et ça peut ressurgir sans prévenir. Et puis à ce moment-là, ça devient destructeur pour les autres et puis aussi pour soi-même. Parfois, c'est le cas de beaucoup d'ados d'ailleurs et de beaucoup de familles aussi pathologiques. Alors, je ne vais pas parler du drame universel que constitue tout ça, toutes ces violences, parce que c'est pas mon sujet, mais plutôt du besoin vital des ados dits normaux d'avoir des contacts physiques et parfois un peu brutaux pour se constituer une identité. En fait, les conflits qu'il peut y avoir avec les ados, qui sont verbaux ou physiques, ça ressemble à de la violence, mais parfois le plus souvent d'ailleurs, c'est un processus classique d'affirmation de soi qui participe à la construction de toute l'identité des jeunes. Les enfants, les ados comme les bébés, qui a dû découvrir un univers sensoriel et corporel pour distinguer sa réalité interne et la réalité externe. Eh bien, pour les ados, c'est un peu la même chose. Ça revient, cette histoire-là, parce que ils sont en train de changer, ils se métamorphosent, et ils vont devoir composer avec ce qu'on pourrait appeler une nouvelle enveloppe corporelle. Avant de trouver une image unifiée d'eux-mêmes, c'est un peu troué, c'est un peu particulier, c'est un peu démembré, on va dire. Et il va falloir expérimenter des contacts, et qu'ils feront parfois souffrir, même si ça lui fait plaisir aussi. Et il y a une ambivalence comme ça qu'on retrouve dans beaucoup de comportements chez les jeunes. Donc, ce qui se passe, c'est que la peau, c'est un récepteur sensoriel qui est autant physique que psychique, hein. On pourrait dire que depuis les premières perceptions du fœtus jusqu'à aujourd'hui, tous les souvenirs qu'on accumule passent par la peau et après, ça s'insère dans nos fantasmes. C'est ce qui, en fait, construit la source de notre intimité, de notre identité corporelle, de notre érotisme aussi. Et en psychologie, on parle d'un moi-peau pour qualifier ça. Et j'en avais déjà parlé d'ailleurs un peu au propos des scarifications. En fait, pour la bagarre, pour le contact physique, depuis l'âge de 3 ans, les petits garçons ou même les petites filles, ils adorent jouer à la bagarre. Surtout avec leur père. C'est un jeu du faire semblant où l'enfant peut terrasser un géant. On rit, on chute, mais avec maîtrise. On chatouille. Parfois, le jeu va un peu trop loin et tout le monde s'excite un peu et on n'arrive plus à se contenir. Alors, non, classiquement, c'est le père qui arrête le jeu, qui s'emballe, qui pose des limites, des interdits, et puis la mère, elle, quand elle fait ça, elle prend plutôt l'enfant dans ses bras et lui fait un câlin pour le calmer. En fait, ça permet à l'enfant de ressentir à la fois la résistance du corps, de ressentir aussi une sorte de sentiment de toute puissance, mais d'accepter aussi les règles et les limites. Et donc, les enfants qui passent par là, ils sont un peu mieux défendus que les autres, on va dire, et parce que c'est passé par une sorte de jeu et ça a été limité par des adultes bienveillants. Mais c'est pas le cas de tous les enfants, malheureusement. Et puis c'est pas le cas aussi des fois quand on a des frères et sœurs. C'est important ce que vous dites parce qu'on imagine bien en effet qu'un enfant qui n'aura pas eu cette capacité justement à se mesurer au corps à corps, si je puis dire, risque à un moment donné à 15-16 ans justement d'aller au contact de manière trop violente. Exactement. Et puis qui n'aura pas joué avec ça, vous voyez, c'est parce que c'est une question de jeu, de limite aussi. Et alors. Quand on est ado, on a envie de jouer et de s'opposer physiquement avec les autres parce qu'on s'autorise plus à le faire avec papa ou maman parce que c'est un peu avec des désirs troublants. D'ailleurs, on voit bien, on se rapproche plus physiquement des parents ou même des adultes.
Les ados, ils n'aiment pas qu'on les touche. Ils ressentent une sorte de danger, limite incestueux, une sorte de sensation de viol. Donc, ils veulent pas. Par contre, ils veulent bien aller vers les autres jeunes. Ils ont un contact parfois, surtout au début de l'adolescence, maladroit, brutal. Ils recherchent parfois la confrontation physique et par exemple, pour se rapprocher des filles ou des garçons, ils se bousculent. Et puis, il y a aussi l'effet de la société et puis des stéréotypes. Hein. Les garçons qui sont bien trop imprégnés par l'idéal viril du combattant, ils s'essayent aussi à l'ajout de physique depuis la maternelle. Donc, les filles qui sont qualifiées d'ailleurs de garçons manqués font pareil. Et ça peut même dérailler après dans les bandes violentes de filles des quartiers qui sont très violentes d'ailleurs. Bon, mais arrivé à la puberté, les jeunes, ils sont plus puissants physiquement. Ils ont besoin de sensations fortes. Évidemment, ça peut déraper, et d'autant plus que nos jours, ils se mettent en scène, ils se filment, et puis pour ressembler aux fictions où les coups pleuvent, ils en rajoutent et finissent par se faire mal ou par faire mal à ceux sur lesquels ils tapent. Donc, il y en a qui sont plus fragiles. Alors ceux-là qui ont été maltraités, qui ont été séparés précocement, qui ont eu des choses difficiles dans leur enfance, leur petite enfance. Et tout ce qui peut rappeler leur traumatisme, un regard, une expression, une injure même, ça les angoisse. Et donc, eux, ils vont passer plus facilement à l'acte violent et ils vont taper plus facilement pour évacuer leurs pensées. Et ces jeunes, ils demandent une attention plus bienveillante que les autres, mais en même temps des limites. Et ils vont petit à petit retrouver une enveloppe psychocorporelle que les autres ont et qu'eux n'ont pas. Mais retenons une chose, hein. Cette violence, elle concerne autant les plus fragiles que les autres. Parce qu'il y a des moments dans l'adolescence où on ne peut pas supprimer ce processus violent et agressif. Et ça fait partie de la constitution de la personnalité humaine. Il ne s'agit pas de le nier, mais il ne s'agit pas non plus de le valoriser en offrant un fusil à son enfant de 14 ans, comme on fait aux États-Unis. Et donc, il faut savoir se défendre, mais même des fois, quitte à avoir un peu mal, mais il ne faut pas non plus être complètement agressif. Donc, pour les parents qui sont effrayés souvent par spectacle brutal, il faut rappeler ce que c'est véritablement que la violence. Regardez ensemble des reportages, regardez ce qui se passe dans une vraie guerre qui est à nos portes, là, des fictions, et surtout, parler, mais sans trop intervenir en faisant la leçon. Et puis, leur rappeler qu'en fait, on peut s'affronter à autrui sans lui taper dessus. Oui, ça me paraît important. Et puis peut-être rappeler que souvent c'est parce qu'on manque de mots qu'on en arrive au geste. C'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup. Exactement. Ukraine, vous voulez réagir à ce que nous a dit Philippe Hoffman ? Oui, alors j'ai trouvé ça très très intéressant. J'ai pas du tout l'idée d'argumenter dans un autre sens. C'est pas du tout ça. Je voudrais juste dire des choses qui me sont montées pendant qu'il exposait tout ça. C'est la violence et l'adolescence dans notre société, je dirais, parce qu'elle n'est pas forcément construite ou elle ne s'exprime pas de la même façon dans toutes les sociétés, en particulier les sociétés plus en lien avec le monde et plus en fraternité. Après, je pense que dans l'adolescence, il y a aussi une autre idée, mais peut-être vous n'avez pas eu le temps de la développer, c'est que il y a quand même un idéal qui est d'absolu, un espoir d'absolu qui est déçu. Et donc la violence exprime aussi ce désespoir déçu dans toute la construction psychique de l'enfant, depuis la naissance, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence. Il y a tout un tas de blessures qui ont eu lieu, donc que vous avez évoqué rapidement, et qui sont des vrais désespoirs qui arment un peu pour moi cette violence. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a quand même un petit peu accroché, c'est quand vous dites, parce que par rapport à d'autres, nous sommes en effet dans une société pacifiée, mais elle est pacifiée en superficie, parce qu'en fait, on ne sait pas régler les différences, enfin les conflits. On ne sait pas régler les conflits, on ne sait même pas régler les dysfonctionnements, les mésententes, les incompréhensions.
on sait très bien, là, en théorie on le sait, hein, c'est dans l'acte de la communication non violente qui est un premier niveau, mais il y a des niveaux beaucoup plus profonds. Et je pense que si on apprenait ça dans notre société comme un impératif sociétal et politique, ce serait extrêmement intéressant parce que nous on a beaucoup développé ça dans le centre où je suis et ça marche extrêmement bien. Évidemment. La dernière chose que j'ai trouvée très intéressante aussi, c'est l'idée de la peau récepteur sensorielle, parce qu'en effet, le bébé reçoit absolument tout le monde extérieur par la peau et pas forcément au début par les yeux et par les organes séparés, mais par une espèce d'organe complet qui va ensuite se séparer dans tous les organes de perception qu'on connaît. Voilà ce que évoque cet exposé. Eh bien, voilà un exposé complet. Merci beaucoup, Philippe Hoffmann. Merci à vous. Et puis, on continue avec David qui va répondre à ces 3 questions intimes avant d'en poser une à Ugraine. Bonjour, David. Bonjour David. Bon, on a peut-être perdu David, mais c'est pas grave. On va faire une petite pause et puis on se retrouve dans un instant, toujours avec Ugraine et avec vous. Venez réagir au 0826 300 300. Venez nous dire si vous êtes plutôt dans l'être ou dans l'avoir. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Ugraine, ancien obstétricien spécialiste des traitements de l'infertilité, et nous évoquons donc cette 6e mutation dont nous parle Ugraine. Vous avez envie de réagir, vous avez envie de nous dire qu'est-ce que ça provoque chez vous, comment vous agissez. Et c'est Tania qui nous rejoint. Bonjour Tania. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Rennes. Merci d'être avec nous Tania. Bonjour. Avec plaisir. Alors, vous avez une belle phrase pour vous, ça vient plutôt du cœur tout ça, c'est bien. C'est ça, exactement. En fait, j'ai commencé à réagir justement à la façon de consommer au moment du premier confinement. Et déjà, quand je me suis rendu compte que mes placards pleins m'énervaient, donc c'était un sentiment vraiment profond d'agacement. Et j'ai réalisé que j'avais pas mal de choses, des vieux vêtements, des nouveaux. Et j'ai réfléchi un petit peu à ma façon de consommer. J'ai ramené les choses à moi. Et j'ai compris que pour moi, la consommation, que ce soit d'une manière normale ou excessive, ça pouvait venir soit de toutes les sollicitations extérieures qu'on a, donc sur les tendances, etc. Soit ça répondait à un manque intérieur, besoin de remplir quelque chose, compenser, soit faire l'autruche, ou enfin voilà. Donc un peu aller chercher la réponse ailleurs qu'en soi-même. Et après, je me suis dit, il vaut mieux répondre quand même à mon propre besoin. Et là, vraiment, je me suis posée et j'ai cherché à être à l'écoute de moi-même et à percevoir réellement, sincèrement, ce dont j'avais besoin, et ce qui m'a permis aussi de faire du tri et d'aller à l'essentiel. Bravo Tania, moi j'aime bien, vous voyez, parce que c'est toujours ce que je dis, hein, si on se pose les bonnes questions, on a des chances d'avoir les bonnes réponses. Et tant qu'on se pose pas la question de qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi, de quoi ai-je vraiment besoin, on continue à se laisser influencer en effet par notamment les influenceurs pour ne citer que Ugraine. Oui, je trouve que on a l'impression en effet, hein, c'est ce que disait Natacha et on voit Tania qui le dit aussi, on a l'impression quand même que la crise du Covid a fait prendre conscience à pas mal de gens finalement du monde dans lequel on est. Ah oui, complètement. Moi, je suis complètement fanatique, enfin pas fanatique, mais je suis très, très touché par ce que dit Tania et cette réaction qu'elle a eue par rapport à réfléchir à ces sollicitations extérieures de la publicité, de la société, avec les injonctions de nous faire croire qu'on a besoin de certaines choses. Elle a aussi évoqué rapidement quelque chose qui m'a intéressé, c'est aussi en soi des besoins qui sont pas des besoins encore essentiels, c'est ce que j'ai entendu, tout au moins des besoins qui seraient un peu liés à l'histoire, des peurs, des choses comme ça, qu'elle a dépassé aussi pour chercher la réponse et j'ai beaucoup aimé le terme, de réfléchir à ce qui est essentiel au fond de moi. Et pour moi, c'est ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure, c'est l'idée de rejoindre cette zone en nous qui sait ce dont nous avons vraiment besoin. En réalité, le soi profond, la méconscience, ce noyau dur et intouchable qui est en chacun de nous. Et là, je trouve ça absolument génial que Tania ait pu rejoindre ce point-là grâce finalement à cette crise, quoi. Merci. Oui, Tania, allez-y. Hein. Oui, non, je remercie Monsieur Rennes. Oui, c'est vrai. Et puis je pense que à partir du moment quand on part du cœur, on apprend à réfléchir autrement.
C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des solutions déjà, et puis on se laisse plus attirer vers des réponses inutiles quelque part. Mais finalement, on se dit tiens, ce serait pas mal de faire comme ci, comme ça. Et je pense que la pensée, qui est un outil, elle peut avancer. On peut la rééduquer avec du temps et la répétition. Et je pense qu'avoir des bonnes habitudes qui sont pas forcément facile à prendre au départ, c'est-à-dire qu'on va se balader, moi j'adore les robes, clairement, mais j'en avais, voilà. Et puis je me dis finalement, tiens, celle-là elle est très jolie, une bleue, t'en as déjà par exemple. Et du coup, c'est autant satisfaisant de se limiter, de se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce qu'elle me fait vraiment plaisir? On a le droit d'offrir des petits plaisirs comme ça, mais finalement, il y a la pensée qui intervient plus au niveau plus en tant que limitation, vous voyez, sanction, mais vraiment la mettre en accord avec ce qu'on ressent vraiment et l'envie profonde qu'on peut en avoir, là, tout simplement. Donc, écoutez, bravo Tania, moi j'ai pas grand chose à ajouter, vous montrez bien à quel point on a la pulsion et puis il y a des pulsions qui sont des pulsions réellement profondes et qui sont donc des vrais désirs, et puis il y a la pulsion un peu mécanique, et c'est vrai que là la raison peut nous faire aller que vers les pulsions qui sont réellement des pulsions profondes, quoi. Bravo. Voilà, c'est ça. Et je pense que dans tous les domaines, je pense qu'on peut aller vers le moins et le mieux, en fait. Par exemple, je sais pas, dans la rénovation, moi je suis très, vous le savez, dans le bâtiment, dans la décoration et tout ça, c'est une passion. Et en fait, je me dis, quand on construit ou quand on rénove une maison, en fait, il faut penser d'abord comment on veut vivre à l'intérieur, donc encore être à l'écoute de soi-même, et après on fait l'enveloppe, après on fait la forme de la maison, qui elle est plus pour le visuel et pour l'extérieur. Et en fait, je pense que dans tous les domaines, on peut l'adapter. Ça prend peut-être du temps, mais après, c'est un réflexe qui est super satisfaisant, en fait. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Oui, je voudrais rajouter quelque chose, Tania, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Dans ce que vous avez dit, c'est le fait d'écouter le cœur. Et en fait, le cœur, c'est l'organe, justement, du soi profond, de l'âme et conscience. C'est de ce que nous sommes vraiment. Et c'est ce que vous avez dit très clairement, au lieu d'écouter l'intellect, j'ai écouté le cœur. Et donc, c'est l'organe même qui permet d'être en contact avec cette partie intime de nous. Tout à fait. Oui, et puis je pense que le cœur, quelque part, il n'est pas influençable. Ce qui est influençable, c'est évidemment notre pensée, nos croyances. Elles viennent pas du cœur, elles se sont mises en place pour justement nous éviter de penser vraiment profondément. Donc oui, mais moi j'aime bien cette phrase qui est souvent utilisée dans les questions de consentement. Est-ce que ça fait oui ou est-ce que ça fait non pour moi? Et si on se disait ça plus souvent, je pense qu'on serait en meilleure relation avec soi-même. Oui, et puis j'utilise aussi souvent quand on dit il faut que ou je dois, ça fait écho justement aux croyances, à l'éducation, à tout ce qui a été mis en place et qui répond pas forcément à ce qu'on est à l'intérieur. Et moi, je me rends compte quand je dis oui, il faut que je fasse ça, c'est du devoir. Soit c'est moi qui l'ai choisi et la motivation, elle est beaucoup plus importante. Soit c'est quelque chose qui m'a été imposé. Et là, justement, après, je me dis, bon, j'en ai besoin, donc je le fais. Ou bien si c'est quelque chose qui m'a été amené par l'extérieur, comme on disait, son parcours, l'éducation, etc. Et là, du coup, j'ai réfléchi finalement à 2 fois et c'est toujours voilà, c'est comme ça que j'essaie de fonctionner. Je dis pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus léger, je trouve. Et puis quand c'est un écho complet avec qui on est, derrière, il y a beaucoup de choses qui sont relativisées et plus faciles à gérer. Bien sûr, et puis encore une fois, on a le droit de faire des erreurs, quoi. Je veux dire, il y a des personnes qui vont être un peu trop dans la consommation, et pourquoi pas. Il faut leur laisser le temps de faire leur chemin aussi. Moi, je pense qu'il faut être très indulgent. On fait tous ce qu'on peut, mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on commence à réfléchir de cette manière-là, Tania, on se sent mieux, et puis c'est ça qui est important. Oui, et même s'il y a toujours dans la vie, c'est des aléas, c'est normal. Des rechutes, voilà. Oui. Oui, exactement. Et déjà, je pense qu'il faut se pardonner aussi. C'est-à-dire que c'est très important de dire, voilà, comme vous dites, zut, j'ai failli, j'ai fait une erreur. Ah zut, je l'ai refaite, cette erreur-là.
Bon, ben oui, voilà, j'en avais besoin. bien C'est sûr. pas Et puis, global. on a le droit de se faire plaisir aussi. Enfin, je crois qu'il faut pas non plus négliger le fait de se faire plaisir, mais se faire plaisir à l'infini ne fait plus plaisir. On le voit bien avec des gens qui sont très 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 riches et qui ont finalement tout ce dont ils ont besoin et qui ont 5 voitures dans le garage et je ne sais combien et voire même 3 hélicoptères. Finalement, c'est pas ça qui les rend heureux. Parce que de toute façon, comme je dis souvent, on n'a pas besoin d'avoir plus, mais bien sûr qu'on a le droit de se faire plaisir. Oui, et avoir du mieux surtout. Oui. Voilà. Ukraine, vous voulez conclure peut-être ? Tania, vous avez dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que vous aviez eu, moi je le traduis avec mes mots, mais autant de joie en vidant un peu tous vos avoirs. Que en ayant, quoi. C'est-à-dire que ce que vous avez fait avec le cœur, en essayant de voir qu'est-ce qui était essentiel, vous a donné finalement plus de joie que cette espèce d'automatisme de consommation. Et j'ai trouvé ça très intéressant et c'est très important de l'entendre parce qu'on croit souvent que parce qu'on aura moins, eh ben on va être un peu éteint, un peu moins joyeux, un peu. Alors que c'est pas du tout ce que vous avez dit et c'est pas du tout mon expérience aussi. Moi, j'ai la même que vous. Donc, et puis la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est ce que Brigitte a dit, ce que vous avez dit, Brigitte, sur le cœur n'est pas influençable. Et oui, il n'est pas influençable parce qu'il y a une pureté dans le cœur et que non seulement il n'est pas influençable, mais lui, il est en lien et lui, il crée du lien. C'est le principe même du cœur avec les autres, avec la terre, avec le monde, avec le vivant, avec le non-vivant, avec le non-humain. Et donc, il est en lien avec tout. Et c'est pour ça que ça va être, plus on sera en lien avec le cœur, plus on va faire fraternité, plus on va apaiser le monde. C'est ça, et puis il faut oser aussi l'écouter, parce qu'effectivement, ce côté-là, on se dit, non, c'est pas la peine, c'est entre la question de se donner de la valeur et de lui donner de la valeur à ce cœur et à ce qu'on est vraiment, et puis aussi le regard des autres, des fois, donc ça prend parfois du temps, mais voilà, faut oser, et puis être soi, tout simplement, quoi, voilà. Oui, il faut du courage. Oui, allez-y. Allez-y, oui, bien sûr. Courage. Oui, au départ, et puis après ça renforce l'estime de soi et puis on est sur le chemin comme j'aime à dire souvent. Mais c'est vrai qu'au début il faut peut-être un petit peu de travail, un peu de courage. Enfin, on appelle ça comme on veut. Merci beaucoup Tania de ce magnifique témoignage. Moi merci. Voilà. Avec grand plaisir. On n'a rien d'autre à ajouter, je crois, Ukraine. Tania nous a. Non, merci vraiment. Merci, c'est très très beau. Et c'est formidable de voir que beaucoup de gens finalement ont réfléchi, ont trouvé la réponse et peut-être que cette émission, grâce à ceux qui vont témoigner, vont faire qu'on sera un petit peu plus nombreux encore et donc un peu plus de fraternité, puisque j'ai bien compris, Ukraine, que c'est le mot qui vous tient à cœur aujourd'hui. Vous n'échappez quand même pas à la petite devinette du jour, Ukraine. Les femmes s'imaginent toujours qu'elles vont réussir à changer leur homme et l'homme, lui, qu'est-ce qu'il s'imagine? La réponse, c'est après les infos. Et puis, bien sûr, je vous invite, vous aussi, à réagir. Vous avez le droit, si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui a été dit dans cette première heure, vous avez le droit de donner vos arguments. On sera ravis aussi de dialoguer, parce que c'est ça aussi, l'essentiel, c'est d'arriver à dialoguer, même si on n'est pas d'accord. 0826 300 300. À tout de suite. Avec Ukraine, les temps qui changent et peut-être cette 6e mutation dont nous parlait Ukraine en début d'émission. Vous pouvez réagir bien sûr sur Sud Radio au 0826 300 300. Dans un instant, on donne la parole à Roland. Alors j'ai retrouvé la phrase qui résume bien l'être et l'avoir, Ukraine, donc je la propose à tous ceux qui nous écoutent. Moins on exprime sa vie, plus on aliène sa vie. C'est pas mal, non? Je sais plus qui a dit ça, je ne sais plus, mais je trouve que c'est assez juste par rapport à ce dont on parle aujourd'hui. Ah oui, tout à fait, oui, je suis complètement d'accord. Alors je ne sais pas qui c'est qui l'a dite, je ne la connaissais pas dite sous cette forme, mais elle résume très très bien la situation. Oui, je trouve que c'est pas mal. Bon, alors est-ce que vous avez réfléchi à ma devinette? Les femmes imaginent toujours qu'elles vont réussir à changer leur homme. Qu'est-ce que l'homme imagine, lui? J'ai planché, mais je ne suis pas très fier, mais bon, je vais vous dire, je pense qu'il a 2 pensées, en fait, une dirigée vers elle et une vers lui. La pensée vers lui, c'est qu'il n'y a rien à changer en lui car il est parfait. Et l'autre, c'est qu'il va surtout espérer qu'elle ne va rien changer parce que le jour où il est tombé amoureux, il l'a trouvée parfaite. Et voilà, c'est pas mal, oui. Moi, je pense qu'on peut accorder votre réponse. Vous n'êtes pas loin de la réponse que j'avais, donc je vous donne 10 sur 10. Voilà, c'est... c'est bien la première fois ou presque. Et voilà. Bonjour Roland. Bonjour Brigitte, bonjour Ukraine.
Alors allez-y, Bonjour. on vous écoute. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Je dirais que je suis un petit peu partagé parce que j'ai conscience de la quantité de pouvoir que nous avons tous les uns et les autres sur le fait de vouloir posséder ce que nous n'avons pas et convoiter ce que les autres possèdent. Et aujourd'hui, avec le développement d'Internet, de toutes les nouvelles technologies qui nous donnent accès à une sorte de facilité d'acquisition de tout un tas de biens de consommation, aujourd'hui, l'individu, il a perdu cette notion de comment dirais-je, de relation à l'autre à cause justement de cet accès, de cette facilité qu'on a finalement à pouvoir posséder tout ce dont quasiment ce qu'on désire. Maintenant, je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, Brigitte, au sujet du fait de pouvoir posséder 3 voitures, 3 maisons, 3 hélicoptères, etc. Alors c'est vrai que quand on a dans notre entourage des gens qui sont plus dans l'avoir, ce qui est mon cas un petit peu, moi j'ai toujours eu tendance à essayer de mettre une barrière psychologique en me disant plusieurs fois avant d'acheter quelque chose, et ça a bien fonctionné, est-ce que tu en as réellement besoin dans ta vie de tous les jours? Est-ce que c'est un objet ou est-ce que c'est un service dont tu ne pourras pas te passer même dans 6 mois ou dans 1 an? Ou est-ce que c'est une envie passagère? Et au fil des jours, au fil des semaines, j'arrivais à faire la différence entre entre un achat compulsif et un achat nécessaire en fait, voilà. Ben c'est déjà, Roland, c'est déjà formidable de vous poser cette question-là. Vous savez, moi je vais faire amende honorable. Quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a une époque où je crois que j'ai dû avoir 3 manteaux de fourrure. Je n'en suis pas spécialement fière, mais je les ai eus et franchement, déjà aujourd'hui en avoir un, j'en serais bien incapable parce que je suis évidemment, comme beaucoup de gens, un peu contre la fourrure. Mais en avoir 3, c'était totalement ridicule. Donc c'est pour ça que je dis, il faut avoir l'intelligence de rester humble et de ne pas juger. Ça me paraît essentiel, Ugren. Oui, tout à fait. Alors oui, là, j'ai rien à dire non plus, Roland. C'est justement la bonne question encore qu'il fallait se poser. Et c'est la seule question que nous devrions nous poser. Est-ce que mon être en a vraiment besoin ou est-ce que je suis encore sensible à la publicité, enfin ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, oui, je crois qu'en effet, on a tous fait des erreurs. Et est-ce que ce sont des erreurs? En fait, je crois que ce qui est important, c'est ce qu'on apprend. Et que ce soit extérieurement une erreur ou pas, c'est ce qui fait que, et les sages le disent d'ailleurs, ce qui fait que c'est positif, c'est qu'on en a fait une chance, qu'on a fait un apprentissage, que ça nous a fait grandir en conscience, je dirais. Et donc, bien sûr que moi aussi, j'en ai fait des erreurs. J'étais fanat de voitures, j'ai eu des grosses voitures, j'ai eu plein de trucs, parce que voilà. Mais et je trouve ça aujourd'hui ridicule, en effet. Mais en même temps, j'en avais besoin à l'époque et dans le niveau de conscience où j'étais, c'était naturel et je ne m'en veux pas. Mais pour moi, c'est des choses qui sont tombées et qui n'ont aucune importance. Je roule dans une vieille Kangoo et ça me va très très bien. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Roland, c'est que la réflexion que vous faites, je ne sais pas quel âge vous avez, mais on entend aujourd'hui des jeunes qui vont se la faire, cette réflexion-là. Je crois que dans les années 70, 80, on était tellement dans une ère où toujours plus, que qu'il y avait certainement peu de gens qui se faisaient cette réflexion. Oui, tout à fait. Alors, en ce qui me concerne, j'ai 47 ans, bientôt 48. Je suis né en 1975. Et je vois qu'aujourd'hui, mon fils de 14 ans a beaucoup plus cette notion de besoin. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que, voilà, parfois même, on veut lui payer, je sais pas moi, une paire de baskets ou un vêtement ou autre chose pour lui faire plaisir. Et si lui n'en a pas forcément le besoin, il va nous le faire savoir en fait. Il va nous dire papa, maman, c'est pas la peine de ça coûte cher. Même parfois, moi j'ai eu envie de m'acheter des trucs. Et puis il me dit mais papa, tu trouves pas que c'est un petit peu cher comme ça? Alors je me dis bon c'est qu'il a déjà un certain niveau de conscience et de maturité qui pour moi est déjà
bien supérieur à celui que j'avais moi à son âge. Et déjà, de par cette constatation, je vois qu'il y a une évolution de certains jeunes, effectivement. Alors par contre, là où on est un petit peu dans le flou, c'est quand on a des personnes qui sont dans notre entourage à qui on veut faire prendre, du moins on essaye de faire prendre conscience que l'avoir n'est pas l'essentiel dans la vie. On se retrouve bien souvent face à des personnes qui ne comprennent pas ce qu'on essaye de leur expliquer ou de leur faire prendre conscience. C'est-à-dire que moi je vois dans mon entourage j'ai un très bon ami à moi qui est très geek, qui veut avoir le dernier iPhone, voilà, bref, qui la dernière montre à la mode, il est très consumériste et à l'époque, j'étais comme ça un petit peu à cause de lui. Et j'ai vu que ça pouvait pas participer à mon bonheur. Généralement, c'est pas forcément le fait de détenir des biens qui contribuent à notre bien-être. Bien au contraire, parce que je pense que plus on possède et plus on est déconnecté de la réalité et de tout ce qui se passe dans notre entourage et dans notre environnement, à tel point que même si on est parent, on peut venir en oublier l'affection qu'on est censé devoir porter à nos proches et à nos enfants. Et je trouve que c'est dommage de passer à côté de ça. Et en tout cas, aujourd'hui, moi, je vois que j'ai beaucoup de mal à m'intégrer à la vie, on va dire, entre guillemets, féerique un petit peu du monde des enfants. J'ai mon fils le plus jeune qui a 8 ans et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des centres d'intérêt pour participer à des jeux avec lui, des choses comme ça. Et bien souvent j'ai remarqué que bien malgré moi j'ai plus tendance à aller vers mon téléphone portable pour regarder les actualités, regarder tout un tas d'informations qui au demeurant ne sont pas essentielles et qui ne contribuent pas à mon bien-être au quotidien en fait. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça, c'est dommage. Oui, mais je crois que c'est toujours c'est ce que vient de dire Ugren. Il faut être aussi très indulgent avec soi-même. On fait ce qu'on peut et puis voilà tout. Et puis on peut pas. Ça contribue en fait au plaisir. On a tous envie d'avoir quelque chose qui nous rassure en fait, qui nous fait plaisir au quotidien. Et comme Ugren, effectivement, moi je suis très très fan de voitures aussi, de voitures sportives, etc. J'ai une voiture qui est assez puissante, effectivement. Je sais pertinemment qu'on n'a pas le droit de rouler à 200 sur l'autoroute. Je sais pertinemment que le fait de posséder une voiture puissante dont on ne peut pas exploiter la puissance autrement que sur circuit, c'est quelque part c'est frustrant. Mais le fait de la détenir, le fait de savoir que quelque part on a ce petit plaisir qu'on possède et dont on peut bénéficier tout le temps en permanence, c'est quelque part un moyen de se rassurer. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens, avec tout ce qui s'est passé, aussi bien le Covid, les guerres, la guerre en Ukraine, enfin tout ce que les gens ont envie de profiter et ne se gênent plus à la limite pour même tomber dans les problèmes financiers, quitte à donner l'impression d'être heureux et de posséder tout un tas de choses qui permettent de les rassurer au quotidien. Je trouve que c'est probablement la constatation qu'on peut faire aujourd'hui en prenant un petit peu de recul par rapport à tout ce qui s'est passé sur les trois dernières années qui sont derrière nous. Oui, enfin, je ferai pas le lien entre la voiture puissante que vous possédez et qui quelque part que vous avez acheté parce que vous en avez les moyens, et puis toutes ces personnes qui achètent trop de choses à crédit, quitte à devenir à être complètement en difficulté financière. Vous savez, il y a une époque où on ne pouvait rien acheter à crédit, il fallait faire des économies jusqu'à ce qu'on ait les moyens d'acheter ce qu'on avait envie, et les gens n'étaient pas
pas plus malheureux, quoi. Donc c'est toujours je crois qu'encore une fois, c'est pas simple. C'est certainement moins simple aujourd'hui au 21e siècle d'être dans l'être et pas dans l'avoir, il me semble, Hugues, parce qu'on est tellement sollicité de partout, et je crois que c'est quand même une vraie démarche nécessaire et personnelle qui n'est pas simple. Oui, tout à fait. Moi, j'ai bien aimé quand Roland disait que cette consommation permettait de se rassurer, mais en fait c'est un leurre, parce que ça rassure dans l'instant, mais il faut de nouveau consommer pour être de nouveau rassuré, donc c'est sans fin. Et ça rassure quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait essayer d'aller voir de quoi nous sommes inquiets et traiter l'inquiétude depuis la vie intérieure, depuis l'être lui-même, et à ce moment-là on aurait une vraie solution. C'est comme si on mettait on disait de mettre un emplâtre sur une jambe de bois, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une vraie solution, ça. Bon, je voulais aussi revenir sur quelque chose qu'il a dit que j'ai trouvé très intéressant. Il a parlé de son fils, d'un de ses fils. Alors, je ne sais pas combien vous en avez, Roland, mais vous avez dit que il vous donnait un certain nombre de leçons quand même, mais très tranquillement, très paisiblement, avec beaucoup d'amour. Et je me disais en vous entendant, mais c'est ça qui préfigure la mutation. C'est-à-dire, dans cette façon qu'il a de se comporter, ça préfigure la mutation et ce qui est attendu de la suite qui permettra de trouver une solution à cette période de consommation, consumérisme qui nous amène droit dans le mur, quoi. Et oui, le monde de demain appartient aux enfants d'aujourd'hui. Merci Roland, merci beaucoup de cet échange en tout cas. Et on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. De consommer quand vous vous sentez pas bien, ou est-ce que au contraire, quand vous vous sentez pas bien, vous vous renouez avec votre monde intérieur, avec vous-même ou avec des amis autour? On est avec Hugues qui nous a donc parlé de cette 6e mutation, de ce mouvement dont on ressent les choses qui bougent comme ça, mais même si on ne sait pas très bien comment ça va se passer, quand est-ce que ça va arriver. Je crois que c'est ça important aussi, Hugues, c'est que ça reste comme ça très mystérieux, mais comme toujours finalement quand on regarde l'histoire de l'humanité, on ressent les choses, mais on ne peut pas les deviner. Oui, on peut pas les dater en effet, et je crois qu'on les ressent de façon de plus en plus forte, et donc il faut écouter ce ressenti, et il faut se l'écouter comme on l'a vu avec les auditeurs précédents, les ressentir en soi-même et voir qu'est-ce que ça réveille, qu'est-ce que ça fait réfléchir et agir. Et c'est exactement le sujet de l'émission, c'est comment est-ce qu'on peut penser différemment devant ce monde, comment est-ce qu'on peut du coup percevoir différemment, penser différemment et agir différemment, puisque la façon dont nous avons pensé et agi depuis maintenant un certain nombre d'années s'avère aujourd'hui une impasse. Même si ça a permis un certain nombre d'évolutions tout à fait respectables, aujourd'hui c'est une impasse. Et je rappelle que vous avez votre blog, huguesrennes.com, si on a envie de retrouver tout ce que vous dites, on peut y aller. Bonjour Laurence. Bonjour Hugues, bonjour Brigitte. Alors vous avez... Oui, allez-y, je vous en prie Laurence. Oui, eh bien moi je voulais parler du seul avoir qui est important pour moi, c'est le savoir. C'est-à-dire le savoir en termes de quantité de connaissances et en termes de savoir-faire. Et malheureusement, du fait de mon métier, je sens cet avoir-là violemment attaqué, et je souffre énormément de cela, ce qui paradoxalement me conduit à rentrer dans de la consommation compulsive d'aliments, d'aliments doudous, ou de réseaux sociaux dans l'espoir de trouver quelqu'un, quelque part, qui attache autant d'importance que moi à cette chose-là. Alors il se trouve que je suis enseignante et que... la dernière attaque extrêmement violente du ministre qui se permet de dire que si les profs de lycée professionnels perdent leur travail puisqu'on ferme une filière, ils pourront toujours faire professeur des écoles, ce qui est mon métier. C'est une façon de dire que mon savoir et mon métier n'ont aucune valeur. Donc c'est extrêmement violent et j'ai de plus en plus l'impression, en plus, de me rendre complice de l'abrutissement des masses.
parce que on me demande d'enseigner du vide de plus en plus et on dégrade l'image de mon métier de façon continue. Donc je veux bien croire qu'il y ait une prise de conscience, comme dit Ugren, je veux bien croire que les gens commencent à moins consommer, etc. Mais je trouve que tout de même, la grande masse des gens est très perméable aux manipulations qui sont basées sur qui passent par l'éducation, y compris qui passent par l'éducation. Ne me dites pas que l'enseignement que l'on a actuellement du développement durable est quelque chose de crédible, parce que toutes les leçons portent sur les bienfaits des éoliennes, sur le bienfait du numérique, dont on connaît les dégâts en termes de dégâts environnementaux, et jamais sur la fast fashion ou la surconsommation. Donc on voit bien que ce n'est pas par ce canal-là que passera l'évolution. Alors je suis... Oui, non, mais Laurence, bien sûr que le marché des éoliennes est un marché de dupes, pour pas en dire plus. Et je suis ravie que vous réagissiez, parce que je trouve en effet que la manière dont on maltraite l'école et la manière dont on dégrade justement le savoir me paraît être un sujet extraordinairement important. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Ugren. Ah mais tout à fait, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a évoqué ça très très vite tout à l'heure, quand j'ai dit qu'en fait l'éducation qu'on avait dans nos sociétés globalement, et je dis pas, je juge personne, je dis juste que c'est la société en elle-même, c'est pas que l'éducation, c'est la société en elle-même qui finalement abîme l'être dans la pureté avec laquelle il arrive et crée tous ces dysfonctionnements. Et je pense qu'en effet l'éducation est un point capital, et on voit très bien, pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'éducation reçue dans nos pays qui finalement essayent de faire des bons consommateurs et des bons producteurs, parce que c'est ça le but, c'est de consommer et de produire, eh bien c'est pas du tout la même chose que, je reprends l'exemple d'Ecogi, qui essaye au contraire de les mettre devant une façon de réfléchir, une façon de penser individuelle et reliée à tous les autres. Donc on voit bien que l'éducation n'est pas du tout la même, et que nous on valorise une éducation qui a quand même un but qui est très très douteux. Moi, je partage en tout cas tout à fait la douleur de Laurence, mais un peu moins qu'elle, parce que finalement, moi, j'ai trouvé des gens avec qui ça fait résonance, mais je crois qu'en effet, je sens un peu votre désarroi de vous sentir un peu seul et violenté, si je puis dire, et complice de la dégradation. Moi, cette douleur, je voudrais y apporter une petite ouverture peut-être, c'est que ne quittez pas la recherche d'un groupe de gens avec qui vous pourrez échanger sur ces sujets. Heureusement, moi j'ai trouvé ça dans la Drôme, où il y a énormément de gens qui réfléchissent à tous ces sujets. Je pense aux Amanins en particulier. Il y avait quelqu'un que j'avais rencontré qui avait une éducation tout à fait alternative et très très intéressante avec les enfants. Il y a plein de choses qui se font. Ne restez pas seul, voilà, si je puis me permettre, Laurence. Et puis surtout, non, mais Laurence, surtout ce que je trouve, parce que moi je l'entends en un peu de manière plus souterraine, mais j'entends votre colère, et surtout la laissez pas vous envahir, parce que vous méritez pas ça, quoi. Vous avez totalement raison dans votre vision du monde actuel. Donc ne vous mettez pas, si cette colère, elle doit pas se retourner contre vous. On fait une petite pause. Je vous redonne la parole dans un instant, justement, Laurence, pour vous laisser exprimer votre colère. Adulte. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Ugren, qui nous invite à nous pencher un peu plus sur ce que l'on est, qui je suis, quels sont mes vrais désirs, quel est le sens de ma vie. Voilà peut-être les 3 questions fondamentales qu'on devrait tous se poser, Ugren. Et puis, j'ai envie de redonner la parole à Laurence, parce que c'est tellement important, l'éducation de nos enfants. C'est tellement important ce qu'on va leur apprendre au fil des années. Et c'est d'autant plus important que y a des enfants qui sont dans des familles où justement il n'y a pas de culture, j'oserais presque dire même qu'il n'y a pas d'éducation, et tout ça, l'école démissionne de plus en plus. Laurence, je vous en prie, allez-y. Oui, alors je voulais dire d'abord que j'ai la chance d'être moi aussi sévenole, donc d'avoir l'esprit de résistance.
chevillée au corps. Donc je lutte, effectivement, j'ai trouvé des gens qui luttent avec moi, mais le fait d'être dans l'entre-soi ne me satisfait pas suffisamment. On est entre convaincus, donc tout va bien, mais dès que l'on essaie de pousser plus loin, d'essayer d'alerter des journalistes ou des politiques, c'est très rare d'avoir une oreille attentive à une question comme l'école maternelle ou l'école primaire. Il y a une indifférence totale et seule la com qui entoure tout cela, la com officielle, voit la parole. Voilà, c'est ce qui est extrêmement douloureux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment, pourquoi les journalistes et les politiques sont aussi soudés les uns aux autres. Enfin, moi, j'avais cru à un moment donné, quand j'étais plus jeune, que que justement les médias c'était un pouvoir libre, et en fait, on se rend compte qu'ils sont complètement chevillés au corps des politiques, et qu'en effet, on peut pas faire grand-chose. Bon, j'ai la chance. Collusion de classe, peut-être. Ouais, je sais pas. Je crois pour les côtoyer quand même un peu, les journalistes. C'est pas gentil, hein, ce que je veux dire. Et heureusement, ils sont pas tous comme ça, mais ils sont beaucoup dans leurs croyances et finalement dans des styles de vie assez confortables. Alors bon, ils vont pas tellement sur le terrain en quelque sorte, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Il y a autre chose, il y a aussi un vrai mépris de classe qui font que lorsqu'il s'adresse à un enseignant, c'est très souvent un universitaire ou un prof du secondaire, et qu'il y a une forme, le mépris qu'a le ministre est quand même très représentatif de ce que l'on peut voir. Moi, je suis sans arrêt obligée d'exposer mes diplômes parce que j'ai eu un métier avant, que j'ai un bac+5 en économie et en finance, pour être écoutée. C'est quand même grave. Voilà. Oui, vous avez raison. De toute façon, c'est toujours les mêmes qu'on voit dans les médias pratiquement. Oui. C'est toujours les soi-disant experts. Hugraine, je vous laisse réagir. Oui, écoutez, oui, que les médias soient un petit peu au service du gouvernement et du pouvoir, je pense que tout le monde le sait pertinemment. Avec ce que vous avez dit, Brigitte, c'est qu'il ne faut pas trop généraliser et qu'il y a, justement, je pense que Sud Radio, puisque tout ce que j'ai pu dire n'a fait l'occasion d'aucun problème. Je pense qu'il y a quand même des endroits qui méritent le respect, et voilà, pour moi Sud Radio en est un. Mais il y a même dans un livre, je ne sais plus qui c'est qui avait écrit ça, et qui avait dit que les médias étaient un peu les chiens de garde du gouvernement. Alors je ne fais que citer, je ne me permettrai pas ce terme-là. Voilà, donc première remarque. La deuxième, je voudrais revenir sur ce que Laurence avait dit au début en disant que le seul avoir auquel elle a porté de l'importance, c'est le savoir. C'est pas un avoir, le savoir, pour moi. Le savoir en quantité aussi, et le savoir-faire. Je rajouterais, et le savoir réfléchir, le savoir penser, le savoir chercher les bonnes informations et savoir les prendre en soi, les porter longuement jusqu'à trouver quelque chose qui nous conviennent vraiment, et en collaboration avec des gens qui font ce travail de recherche de la même façon, avec la même honnêteté, la même pureté, je dirais. Et enfin, la troisième chose que je voulais dire, c'est en effet l'éducation est quelque chose de capital, on le sait dans le monde, et en particulier l'éducation des femmes dans les pays très défavorisés, c'est quelque chose qui peut les rendre libres, et la condition de la femme dans beaucoup de pays est absolument horrible, elle donne envie de pleurer. Et que donc on s'intéresse à l'éducation, et en particulier dans ces régions du monde, c'est vrai. Bien, ça me paraît quelque chose d'extrêmement important. Voilà, je voulais insister là-dessus. C'est vrai. Les femmes qui sont éduquées deviennent libres, donc c'est vraiment essentiel, bien sûr. Laurence, je vais citer une phrase tellement connue, ils ne savent peut-être pas ce qu'ils font, Laurence. Oui. Peut-être. En tout cas, je reviens sur ce qu'a dit Hugraine, sur l'ouverture d'esprit de Sud Radio et la tribune qu'elle offre, à laquelle j'ai pu participer quelques fois. Donc voilà. Merci à vous. Je confirme que je suis très libre et que je peux dire ce que je veux, tout en respectant bien sûr évidemment mon rôle. Il n'est pas question de dire n'importe quoi non plus. Merci Laurence, merci beaucoup de cet échange. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour Marjorie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Bonjour. Voilà. Oui, bonjour. Moi, j'ai écouté l'émission là depuis tout à l'heure, et déjà, je trouve que il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. Merci.
Alors moi en fait j'ai appelé parce que ça m'intéresse comme sujet et puis aussi parce que ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vu il y a 2-3 jours, un article sur internet qui m'a un peu mise en colère. Enfin mise en colère oui un peu. En fait je me rappelle plus exactement mais en gros il disait les parents qui éduquent leurs enfants de telle manière ces enfants réussiront dans la vie. Ah bah voilà. Donc je me suis dit waouh, ah ouais donc ok. C'est réussir dans la vie, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et je me suis dit, mais pour eux, ça doit être, il faut avoir un bon travail, une belle maison, de beaux enfants, un beau mari, une belle voiture et tout ça. Et moi, en fait, je me suis jamais reconnue là-dedans. Moi, les questions que vous disiez tout à l'heure, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, des questions que je me suis toujours posées. Et donc j'ai pas forcément encore trouvé exactement la réponse. Non, mais c'est pas grave. Vous cherchez. Moi aussi, il y a encore des réponses que j'ai pas trouvées. Non, mais réussir sa vie ou réussir dans la vie, c'est toute la question. Hein. C'est ça. Et peut-être réussir sa vie, c'est simplement arriver à être heureux déjà. En tout cas, tout faire pour ne pas. Ça me fait penser à quelque chose comme ça, une image que tout le monde va comprendre. Vous savez, on va acheter une maison à crédit, on va acheter une voiture à crédit, on va acheter. Ce qui fait qu'on va être obligé de travailler tellement qu'on n'aura plus le temps de s'occuper de sa femme. Et puis, au bout de 5-10 ans, sa femme nous quitte et puis on se retrouve comme un con avec des crédits qu'il faut continuer à payer. Voilà, c'est ce que j'entends parfois, hein, n'est-ce pas, Ugren? Ah oui, c'est archi classique, hein, cette idée, cette hyper-consommation qui rompt l'amour, qui rompt le couple. C'est une vraie question fondamentale que nous devrions tous nous poser par rapport à cette question, ouais, tout à fait. Après, juste par rapport à ce que disait, j'ai pas entendu le prénom de l'auditrice. Marjorie. Marjorie, d'accord, j'ai pas entendu tout à l'heure. Oui, réussir dans sa vie, ce serait être heureux, mais être heureux, c'est une très grande question. C'est-à-dire, ça veut dire quoi être heureux? Et je pense que ça revient à ce que j'ai essayé de dire toute l'émission, c'est se reprendre contact avec ce que nous sommes vraiment en profondeur et exprimer cette profondeur. Et cette profondeur, elle est toujours du côté de l'amour, elle est toujours du côté du partage, elle est toujours du côté de la fraternité. Et Brigitte a tout à fait compris que c'était le terme que je voulais vraiment faire passer, mais pas une fraternité légère, une fraternité profonde qui est faite d'empathie, qui est faite de partage, qui est faite que la souffrance de l'autre devient la nôtre et qu'on la supporte pas, qu'on a envie de faire quelque chose. Peut-être pas avec tous les humains, mais au moins avec une partie. Si chacun s'occupe d'une partie de l'humanité qui souffre, il y aura quelque chose qui sera un vrai partage et qui sera un vrai avenir pour l'humanité. Oui, puis moi ça me fait penser quand vous dites ça que ça me fait penser un peu à nos sociétés, comment elles étaient avant. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, à l'époque de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, où les gens vivaient ensemble dans une maison et finalement... les parents, les grands-parents vivaient ensemble. Alors des fois ça pouvait être compliqué, mais je crois que les gens du coup ils étaient moins individualistes, ils étaient peut-être plus heureux, plus dans le partage. Et en plus dans notre société, on nous apprend un peu aussi d'abord à nous dire. Alors peut-être que c'est bien, hein, mais il faut d'abord s'aimer soi-même pour aimer les autres. Certes, peut-être, mais peut-être que si on apprenait à vivre avec les autres, on apprendrait des parties de nous qu'on connaît pas quand on vit seul et qu'on est tout seul dans nos sociétés, dans nos maisons, dans nos appartements. La solitude fait que on consomme beaucoup aussi. Oui, mais s'aimer soi-même, c'est pas n'aimer que soi. Hein. S'aimer soi-même, c'est juste parce que quand on est bien avec soi-même et qu'on s'aime, on n'est pas dans la dépendance et dans la demande de l'autre. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut s'aimer soi-même et puis que du coup on n'a pas besoin d'aimer les autres. On voit beaucoup et moi je les entends tous les jours, les auditeurs qui finalement vont donner ce qu'ils ont besoin de recevoir. Mais quand on est bien avec soi-même, on est beaucoup plus apte à écouter l'autre et à lui apporter ce dont il a besoin. C'est vrai aussi. Je peux raconter une petite histoire pour étayer ce que vous dites. Oui, allez-y, Eric.
c'est un peu une société, je crois, en Australie, ce sont des gens qui font partie des peuples premiers, et en même temps, ils aiment bien les jeux de hasard. Et quand il y en a un qui gagne, immédiatement, il partage avec tous les autres, il dépense tout en quelques jours, voilà. Et donc on leur a dit, mais enfin quand même, c'est pas très sérieux parce que vous êtes quand même pas très riche, vous avez des difficultés, vous pourriez garder cet argent pour le lendemain et comme ça sécuriser. Et il a dit, ah mais non, mais absolument pas, parce que si moi je garde l'argent pour moi et tout, je ne dépendrai plus des autres, je ne serai plus en lien avec les autres et je vais perdre du coup toute ma relation et mon obligation de relation avec les autres, et les autres ont besoin de moi et moi j'ai besoin d'eux aussi. Et j'ai trouvé ça finalement d'une grande sagesse. Ouais, mais c'est sûr. Enfin, quand on voit les pays qui sont beaucoup plus pauvres que le nôtre, finalement, on voit que les gens sont beaucoup plus généreux, sont beaucoup plus dans le partage et ils ont beaucoup plus la valeur humaine au final que la valeur financière. Et ils donnent beaucoup plus que nous. Quand on va dans des pays pauvres, ils ont tendance à plus donner que nous qui sommes dans notre luxe, qui avons du mal à être généreux en fait finalement. Je sais pas, je suis pas certaine. Oui, je suis pas certaine. C'est vrai dans les sociétés très primitives peut-être, mais sinon je suis pas très sûre. Et puis méfions-nous toujours, parce que vous savez, vous donnez un peu à quelqu'un et il peut très vite devenir avide d'avoir plus et plus du tout généreux. Donc moi je me méfie toujours de ça. Attention. Enfin bon. C'est sûr, oui, c'est sûr, il faut, enfin, oui, après, voilà, moi je pense vraiment que ce qui est important, c'est d'essayer de se connaître et d'aller vers soi. Et ça, c'est pas forcément évident. Moi, je me sers pas mal de l'hypnose pour comprendre ce qu'il y a un peu dans mon inconscient. Mais vous avez raison, c'est ça ça devrait être ça finalement l'objectif de notre vie, aller vers soi le plus possible, c'est sûr. Et merci Marjorie en tout cas de cet échange. Hugues-Rennes, on fait une petite pause et puis ça va déjà être le moment de conclure avec peut-être quelqu'un qui va nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. Profitez-en vite, il nous reste très peu de temps à passer ensemble. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Hugues Rennes. Je rappelle que vous pouvez le retrouver sur son blog huguesrennes.com et si vous voulez savoir comment ça s'écrit Rennes, vous pouvez aller voir sur le site de sudradio.fr bien sûr. Et puis vous pouvez également bien sûr réécouter l'émission en podcast ou bien sûr sur YouTube puisque nous sommes de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs je suis sûre que vous êtes heureux Hugues Rennes de cette émission qu'on fait aujourd'hui. Vous avez vu beaucoup de gens sont en train de réfléchir, d'avancer. Ah oui, je suis tout à fait heureux de ce qui s'est passé. D'habitude, on échange ensemble entre nous après l'émission, mais c'est vrai que j'ai trouvé vraiment que ça m'a donné beaucoup d'enthousiasme d'entendre le témoignage de ces femmes et puis de cet homme aussi. Donc, je suis vraiment très heureux de ce qui s'est dit, de ce qu'on a pu dire et de ce qu'on a partagé avec les auditeurs. Vraiment. Et nous allons continuer. Vous, bien sûr. Et nous allons continuer avec un autre homme qui s'appelle Fabrice, qui nous a rejoint. Bonjour Fabrice. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues-Rennes. Vous prenez des risques, Brigitte. Pourquoi je prends des risques? Vous abordez des thèmes extrêmement complotistes. Oh ben non, là je suis pas d'accord, Fabrice. C'est pas complotiste de dire aux gens d'être en meilleure relation avec eux-mêmes plutôt que de consommer. Je suis désolée, si ça c'est complotiste, alors je veux bien être brûlée comme Jeanne d'Arc. Voilà. Vous allez subir la censure comme ce cher André Berkoff. Mais Sud Radio est très ouvert à tout ce type de thème et je n'en suis que fort aise. Moi, pour vous raconter un petit peu mon histoire, j'ai bien compris le monde dans lequel nous vivions suite à mon divorce. Donc c'est bien avant le confinement, c'est-à-dire il y a environ 6 ans.
Ouais. Où j'étais beaucoup dans l'avoir. J'ai possédé plusieurs appartements, une belle maison, une famille que je pensais à peu près heureuse. Et puis, évidemment, est arrivé ce qui arriva. Ma femme demande un jour le divorce. On passe devant un juge avec un dossier que je croyais excellent. Et je m'aperçois que d'un coup de crayon, un juge peut se permettre de absolument tout vous confisquer, vous jeter dehors de chez vous, vous séparer de vos enfants, et tout ça sur un trait de crayon. Donc j'aurais pu dans un premier temps me révolter, la colère, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la violence vient du fait que l'on ne possède pas le verbe, et j'aurais très bien pu me laisser aller sur ce type de révolte, et j'en ai profité pour faire une introspection et essayer de voir un petit peu ce qu'il en était et ce qu'était la vie. Et une fois qu'on a bien compris là où nos chers dirigeants voulaient nous amener, eh bien, on a vite compris ce qu'était réellement, entre autres, la justice, et entre autres, en extrapolant ensuite à tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire faire de nous des gens à qui on peut, d'un coup de crayon, reprendre tout ce qu'ils ont mis toute leur vie à fabriquer, à construire, et ce qui peut amener effectivement à avoir de la violence dont parlait tout à l'heure votre invité. Philippe Hoffman, oui. Voilà. Non mais Fabrice, votre témoignage m'intéresse pour deux choses. D'abord, la première, c'est que en effet, lorsqu'il nous arrive une grande épreuve et un divorce avec le fait que vous avez perdu beaucoup de choses, c'est quand même une grande épreuve. On peut se mettre en colère, on peut s'aigrir ou on peut grandir. Et visiblement, c'est ce que vous avez réussi à faire, donc bravo. Après, le vrai coupable, c'est peut-être pas votre juge. Je suppose que c'est quand même votre femme, parce que dans cette histoire de divorce, elle a essayé de récupérer tout ce qu'elle pouvait, je suppose. Eh bien, si elle l'a fait, c'est que la possibilité lui en était donnée. Et ce qui est anormal, ce n'est pas qu'elle l'ait fait. Si on vous donne quelque chose, peut-être un petit peu quand même. Je veux dire, elle vous a aimé, vous l'avez aimé. Enfin, je sais pas. Je sais bien qu'on règle ses comptes en cas de divorce, mais quand même. Oui, vous avez raison, mais la vraie problématique, c'est que c'était possible. Si ça n'avait pas été possible, et dans justice a priori, justice, il y a juste a priori, et donc quand on en arrive jusqu'au juge, on pourrait se dire il va rééquilibrer les choses. Or, ce n'est pas du tout cela. Et pour continuer dans vos thèmes, si on arrive à éliminer le père et l'image de père, eh bien, on a notamment des enfants qui n'ont plus ce référent. Oui, mais ça, là, vous avez tout à fait raison. La justice actuellement est très favorable aux femmes, même si c'est pas 100% évidemment, je voudrais pas qu'il y ait des femmes qui m'écoutent et qui se sentent agressées par ce que je viens de dire, mais actuellement c'est vrai que la justice est très favorable aux femmes, quels que soient les jugements. Et l'homme, l'homme est un petit peu en fait, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites la justice est très favorable aux femmes, parce que mettre toute la charge, notamment des enfants, et en instaurant ce climat de guérilla envers les couples qui se séparent, ce n'est pas du tout être avantageux envers la femme. Alors financièrement, vous avez sans doute raison, c'est avantageux vers les femmes, mais ça leur met une charge qui, on le voit aujourd'hui, l'état de la société, où on a des enfants. Oui, vous avez raison. Je suis bien d'accord avec vous, bien sûr. Mais en attendant, c'est pourtant sur le moment ce qu'elles veulent. Elles s'en mordent parfois un peu les doigts après, parce qu'elles se retrouvent avec plus du tout de temps libre entre le fait de s'occuper des enfants et leur travail, et elles courent après le temps. C'est vrai. Et des enfants abandonnés. Et en tout cas des enfants qui manquent de repères et de pères, c'est sûr. Exactement. Hugues, je vous laisse réagir à ce que dit Fabrice. Oui, je pense que oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait que, en effet, ça favorise les femmes d'une certaine façon en leur donnant
en répondant à leurs demandes. Et je pense que votre épouse a dû, Fabrice, demander la garde des enfants. Et souvent dans les divorces, les enfants sont pris en otage dans cette histoire. Et c'est pas tellement leur bien qu'on cherche, mais c'est à régler ses comptes de couple. Brigitte l'a soulevé tout à l'heure. Après, je voulais dire aussi une chose, Fabrice, c'est que vous avez évoqué le fait qu'en effet, cette prise de conscience qui vous est arrivée a fait qu'au lieu de partir dans la révolte, vous êtes parti dans l'introspection et que du coup, ça vous a fait comprendre un certain nombre de choses sur la justice. Mais il y a une autre dimension dans l'introspection pour moi et dans le divorce en particulier, c'est essayer de voir sa propre responsabilité dans ce qui est arrivé. Moi, j'ai divorcé aussi et j'ai passé 3 mois à me dire mais pourquoi cette chose m'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette chose m'arrive à moi? Non pas en regardant la responsabilité de mon ex-épouse, mais en regardant la mienne. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a un moment quelque chose qu'on comprend et qui nous fait grandir et qui fait qu'on va plus répéter les mêmes choses. Donc, juste pour vous dire que pour moi, l'introspection commence par se tourner vers soi-même et voir comment nous-mêmes on se retrouve dans cette situation. Et après, on voit plus clairement le monde de l'autre, le monde de la politique, etc., etc. Voilà ce qui me vient en entendant votre témoignage. Allez-y Fabrice, qu'est-ce que vous répondez à Hugues ? Je disais, sans chercher effectivement une responsabilité de ma part et à la limite de sa part à elle, mais en tout cas, on voit les choses différemment et on comprend les choses différemment. Bon, après, moi, j'avais déjà une certaine ouverture sur des thèmes qui me paraissaient un petit peu étranges, qui se révèlent aujourd'hui et on le voit au quotidien. J'avais déjà cette ouverture. Et j'allais dire le divorce puis le Covid n'a fait qu'accélérer cette ouverture. Et donc je pense qu'il y a déjà dès le départ une façon de voir, une façon d'être qui permet d'être ouvert à des clauses qui sont fermées pour la plupart du temps. J'écoutais un sociologue, je crois, dont j'ai tellement la mémoire des noms, qui disait, ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire, excusez-moi, j'étais bloqué. Bon, j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est pas bien grave, mais enfin, en tout cas, cet aspect introspection, c'était pas dans la recherche de coupables, c'était vraiment la recherche de compréhension et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une vision assez globale sur ce qui nous arrive. Oui, et puis sans doute d'être assez en paix avec vous-même, et c'est ça qui est quand même l'essentiel en tout cas. Merci beaucoup Fabrice, merci à tous et à toutes, et puis merci à vous Hugues. C'est vrai que c'était un sujet peut-être un peu éloigné des sujets qu'on aborde de tous les jours, mais moi je crois pas, parce que finalement l'amour c'est ça, hein, c'est être bien avec soi, s'accorder avec soi-même, et puis après s'accorder évidemment avec les autres. Merci Hugues. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre blog hugues.com, et puis tout de suite bien sûr vous retrouvez C'est votre avenir, et demain nous serons avec Michel Oudoul. On va essayer de voir comment on peut mieux ressentir ce qui se passe dans notre corps pour justement rester en excellente santé. Voilà. Merci Hugues.